jusqu'au Japon pour amener le bouddhisme. Alors, quand il est arrivé en Chine, donc les Chinois opposaient avec violence. Donc, il y a eu des gens qui refusaient le bouddhisme. Comme le bouddhisme était très non-violent, on ne peut pas défendre. Bouddha, il a dit qu'il n'y a que deux choses qu'on peut faire. Soit vous partez devant le conflit, si vous avez du conflit, on part. Donc, la deuxième solution, c'est dissuasion, faire peur, faire peur. Et donc, il commence à enseigner les arts martiaux de l'époque, du IVe siècle. Les arts martiaux du IVe siècle, c'est Kalaripayat. Kalaripayat, c'est l'art martiaux qui se pratique dans le sud de l'Inde, particulièrement au Kerala. Et qu'est-ce que c'est cet art martiaux? Au Kerala, il y a eu beaucoup de royauté, beaucoup de rois. Et en fait, ça n'existe pas ailleurs. Donc, si imagine un roi qui a deux fils, au lieu de choisir un fils pour devenir le roi, il l'aime en deux. Puis les deux enfants, deux fils de prince devient deux rois. C'est un peu comme les parents divisent leurs biens et qui distribuent à ses enfants. Ça s'est passé comme ça ici. Et donc, quand il y a des disputes, comme les pays, chaque pays est devenu tellement petit parce que cette division, et aucun pays qui a énormément d'armées pour faire une guerre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils payent 2 soldats de chaque côté, un peu comme un gladiateur, en fait. Donc, mais par contre, ce n'était pas des jeux, c'était vraiment le combat des coqs. 2 hommes qui viennent se combattre. Et celui qui gagne, en fait, le pays qui a payé, le combattant a gagné. Donc, c'est en fait, il n'y a qu'une seule personne meurt au lieu de milliers de morts quand il y a une guerre. Donc, ce côté-là, c'était très, très développé. Ça veut dire les arts martiaux est vraiment développé parce que les familles qui s'entraînent vraiment, vraiment à ça, qui se consacraient à ça. Donc, Bodhidharma, il a enseigné donc les anciens formes de kung-fu et karaté, tout ça. Donc, ça, c'est Kalaripayat. Alors, donc, ils s'entraînaient, en fait, les Chinois, ils s'entraînent. Et là, ils ont compris un truc. C'est-à-dire, les arts martiaux, on a besoin de faire des enchaînements. J'aimerais bien, si vous ne connaissez pas, je vous montrerai des enchaînements. J'ai des vidéos. Donc, les enchaînements de Kalaripayat ressemblent énormément de yoga. Mais c'est de yoga. Vous connaissez la salutation soleil, la salutation de la lune. Ainsi, il y a salutation du maître, je vous avais appris. C'est peut-être pas tout le monde. Et donc, il y a énormément d'enchaînements, mais il y a des enchaînements pour le combat. Mais si vous regardez, c'est vraiment, ça suffit que quelqu'un montre un enchaînement. Après, on réfléchira 2 fois avant de l'attaquer. Parce que ça fait peur, vraiment peur. C'est comme ça. Et donc, les bouddhistes ont appris à dissuader les opposants. Et là, ils ont compris, en fait, quand on fait des enchaînements, surtout quand ça s'est accordé avec le souffle, comme le prana kriya que vous avez appris avec moi, et on est dans ici et maintenant. Le mouvement en pleine conscience. Et qu'est-ce que c'est le secret du mouvement en pleine conscience? Quand on fait un mouvement très, 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 très lent,
Et pour faire ce mouvement dans le lenteur, nous sommes obligés de rester ici et maintenant. Donc, le secret de tous les enchaînements de yoga ou de tai chi ou qigong, si vous prenez ça vraiment sérieux, vous pouvez faire pendant des heures des postures. On fait une posture, on fait un arrêt, on recommence et continuellement aller d'une posture à une autre posture. On appelle le yoga mala. Mala, c'est des guirlandes de yoga. Donc, vous pratiquez tout le temps comme ça avec moi, en fait. Donc, je fais une posture, par exemple, je m'allonge, je fais le Shavasana, après je fais Uttanpadasana, après je fais une torsion, après je fais Naukasana, ainsi. Toutes les postures s'accordent une après l'autre et il y a une torsion, après une posture, une contre-posture, une inversion. En fait, ça coule. Et on peut continuellement faire. Et les désavantages de Tai Chi et Qigong, c'est la plupart du temps, c'est debout. Il n'y a pas d'inversion. C'est des katas. Hein. Ces katas, c'est des enchaînements des arts martiaux. Les karaté, ils appellent ça comme kata. Donc, kata, c'est des mouvements. Donc, c'est pour le combat. On fait ça très, très lentement. Et puis, quand il y a le combat, on fait ça très rapidement. Alors, donc, tout le monde n'est pas forcément qui s'entraîne pour un combat. De toute façon, dans notre vie actuelle, les combats physiques n'ont pas beaucoup de sens parce qu'on a des armes. On a tellement de systèmes de se défendre, sont tellement développés que nous cherchons principalement bien-être, la santé et l'éveil spirituel. Donc, si vous souhaitez l'éveil spirituel à travers les postures, pensez à ça. Toutes les postures sont des outils pour s'attacher à ici et maintenant. Et il y a des postures qui demandent de l'effort, il y a des postures qui demandent moins d'effort, et progressivement, c'est-à-dire d'abord on commence très très lentement, très détendu, et après on va augmenter l'effort au milieu de votre séance. Par exemple, si vous faites 1 heure de yoga, et quand on arrive à 30 minutes, ça c'est le maximum d'effort. Faites une salutation au soleil ou une posture. Aujourd'hui, on a fait le corbeau. Faites une posture qui marque vraiment le sommet d'effort. Et après, vous descendez progressivement, l'effort descend. Et à la fin, vous terminerez avec la détente, pranayama, méditation, etc. C'est un mouvement vers le haut et puis vers le bas. C'est comme ça. Donc, quand vous faites comme ça, vous devez fixer le durée. Donc, c'est vrai qu'on pratique ensemble samedi, dimanche, mais le reste de la semaine, j'imagine que vous pratiquez tous les jours. Je vous invite de pratiquer tous les jours, bien sûr. Et quand vous pratiquez tous les jours, c'est beaucoup plus intéressant même de pratiquer avec moi parce que quand vous pratiquez avec moi, votre attention quitte votre corps pour pouvoir me regarder sur l'écran et puis écouter mes paroles. Et donc là, ça vous empêche de suivre votre propre envie. Et donc c'est pour ça qu'il est important de pratiquer seul. Quand vous pratiquez seul, mais avec rigueur, hein, donc quelquefois j'avais observé et quand on fait seul le yoga, j'avais vu des gens faire des longs shavasana, des très longs shavasana. Ça, c'est pas très bien. Donc, faites des shavasana. Maximum, vous pouvez faire 15 minutes. Donc, imagine que vous allez faire 1 heure de yoga.
vous pouvez consacrer maximum 15 minutes de Shavasana, pas plus. Et le début, vous pouvez faire 3 minutes. C'est assez. C'est assez. Et puis, l'effort augmente et après, tout doucement, vous descendez dans la détente. Et si vous faites comme ça, vous pouvez expérimenter vraiment la méditation dynamique. Votre joie de vivre augmente parce que pendant ces 1 heure, votre esprit n'a pas quitté le présent. Et parce que vous n'avez pas quitté le présent, votre cerveau a reposé. Votre vie est venue en contact avec la vraie vie. Comprenez? En fait, c'est ça, l'histoire d'être ici et maintenant. Vous savez ce que c'est? Le secret d'être ici et maintenant, c'est notre système nerveux va écouter et se connecter avec ce qui est. Sinon, il va se connecter avec ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas, c'est le passé ou le futur ou la mémoire. Donc, quand notre cerveau se connecte sur des informations, donc le passé, c'est des informations. Le futur, c'est aussi c'est des informations, des projections. Donc, notre conscience est face à quelque chose qui n'existe pas. Et quand on médite sur quelque chose qui n'existe pas, donc c'est méditer, hein, donc méditer, c'est toujours diriger notre attention sur quelque chose. Donc là, vous êtes en train de diriger votre attention sur moi, sur ce que je dis. Et moi, j'existe, donc vous n'êtes pas en train de diriger votre attention sur le vide, sur le non-être, sur être. Donc ça, c'est OK. Mais aussitôt que notre attention est dirigée vers quelque chose qui n'existe pas, là, les cerveaux ou le corps, le système nerveux est largué. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bien. Si vous voulez, vous pouvez faire cet exercice. Prenez 1 heure, allez chercher toutes les anciennes photos quand vous étiez bébé, votre époque de mariage. Regardez, basculez sur le passé et à la fin, mais faites ça comme un exercice, hein, simplement pour constater qu'on n'est pas bien à la fin. Mais en général, beaucoup d'entre nous passent beaucoup de temps en fouillant des archives, le passé. Et là, c'est à éviter, vraiment à éviter. Ne pas regarder à tout ce qui n'existe pas. Et après, à la place, portez votre attention à ce qui existe dans votre immédiateté. Donc, ça veut dire là où votre corps, regardez autour. Et là, si Alexandra est dans un endroit fabuleux, et tu peux regarder le ciel bleu avec des nuages, des montagnes. En fait, même si vous n'avez pas une nature magnifique, vous pouvez regarder même des murs. Mais le mur existe, donc pour le cerveau, c'est une information qui est liée à ce qui est. Donc simplement, quand notre attention est dirigée vers quelque chose qui n'existe pas, notre système nerveux ne vit pas, qui n'est pas alimenté, qui n'est pas connecté avec la vie. Donc, c'est les postures, au-delà de ces effets bienfaisants de santé. Par exemple, quand on fait une flexion, une torsion, ça fait du bien pour les organes intérieurs, ça aide la circulation. Mais au-delà de tout ça, votre attention, votre prana,
et votre pensée se connectent avec le corps. Alors, donc, c'est les 5 enveloppes de l'être se connectent. C'est comme les filigranes. C'est le corps physique et à l'intérieur, il y a le prana. Et puis à l'intérieur de prana, il y a la pensée. À l'intérieur de pensée, il y a toutes les informations, l'intellect. Et à l'intérieur de ça, il y a l'ego. En fait, tout devient un seul bloc. Et quand il y a le décalage, c'est ça que nous vivons. Mon corps est ici et je pense à autre chose. Là, il y a séparation, il y a fragmentation. Et quand ça arrive, notre bonheur disparaît. Notre joie de vivre disparaît. Regardez les animaux, pourquoi ils se portent bien? En général, les animaux, ils se portent bien, n'est-ce pas? Donc, vous savez, moi j'avais vu Sri Devi pratiquer le yoga avec un chat noir, mais ils se comportent bien, n'est-ce pas? En fait, les animaux, ils ne font pas des séparations entre leur corps, leur pensée, leur souffle, leur intellect, leur ego. Et les animaux ont aussi leur ego. Hein. Si vous vivez avec eux, vous pouvez observer ça. Hein. Ils ont des caractères. Hein. En fait, quand on ne fait pas des séparations à l'intérieur de nous-mêmes et on devient un seul bloc, il y a une puissance. Vous sentez une puissance. Votre 25 principes que vous avez appris dans le Samkhya, les 25 principes ensemble, il y a un seul bloc. Et là, il y a la puissance, il y a le sens, il y a la joie de vivre, la joie d'être. Donc, c'est ça que je voulais vous parler. Donc, dans le Qigong, vous pouvez vivre ça. Dans les arts martiaux, vous pouvez vivre ça. Dans le yoga. Mais le yoga est beaucoup plus avantageux parce qu'il y a des moments de statique, il y a des torsions, il y a des inversions, il y a des équilibres. Ainsi, c'est très complet. Et après, une fois que vous avez compris tout ça, ça c'est fabuleux parce que tout ce que vous pouvez faire, vous allez voir que votre corps est en mouvement ici et maintenant. Donc, tous les mouvements. Donc, en général, quand vous marchez, vous mettez le corps en marche automatique, en main libre, et après, vous allez penser quelque chose. Et vous allez arrêter de penser seulement le moment où votre pied qui se cogne contre quelque chose, ou il y a quelque chose qui vous ramène encore à l'attention. Donc, en fait, ce comportement, vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter ça et entrer dans le mouvement en pleine conscience. Tout ce que vous faites, laver les vaisselles ou nettoyer la maison, et puis vous allez comprendre les choses qui sont encore intéressantes. Qu'est-ce que c'est encore plus intéressant? C'est dans la vie, on ne fait pas que le ménage, hein, on fait d'autres choses. On passe des moments agréables avec des gens. Et là, vous pouvez choisir de converser avec l'autre que des choses liées au présent. Écoutez bien, c'est très important. Si vous êtes avec quelqu'un, commencez à raconter son passé, dis stop. Ne vous laissez pas aller dans leur passé. Mais ça tue, ça prend l'énergie, c'est terrible. Un yogi ne fait pas ça. Mais souvent, on écoute une personne par politesse hein, qui vont raconter est-ce que tu sais, ce week-end, est-ce que j'avais fait un super bon stage? On raconte et puis on est là. Et notre attention est partie où? Partie dans son passé. Et pendant ce temps-là,
C'est lui qui a raconté, il a revécu son passé dans notre présent. C'est-à-dire, nous, on était témoins. Ils ont fait leur psychothérapie, leur analyse gratuite. Et nous, ce durée du temps est volé. Et nous, on n'a pas vécu. Ça s'appelle anthropophagie. Ça veut dire une personne qui mange l'autre. Ne laissez pas faire ça. Mais à la place, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez aimer cette personne. Mais comment? Aimer, c'est écouter. Mais pas écouter n'importe quoi. Écouter son corps. Écouter sa respiration. Vous pouvez la toucher pour sentir la texture de sa peau. Vous pouvez l'étreindre, vous pouvez faire une étreinte, vous pouvez l'embrasser. Comprenez? Ça devient tantrique. À ce moment-là, la rencontre devient spirituelle, yogique. Comprenez? Si vous êtes seul, prenez un animal hein, ou un arbre et ça fait pareil, hein, ça fait du bien aussi. Alors tout ça, c'est yoga. Embellir votre présent, tomber amoureux de votre présent, ainsi que vous arrêtez de fuir le présent. Et quand on quitte le présent, on n'a plus rien. On n'a que la mort. Le passé, c'est mort. Le futur n'est pas là. Donc, ne quittez plus le présent. Et dans ce présent, vous pouvez rencontrer le sacré.